Pour situer le contexte, je devais avoir environ 4 ans lorsque cela s'est produit, mais je me souviens très clairement de tout. Je suis restée chez mes grands-parents tous les week-ends de 2 à 6 ans environ pour soulager ma mère d'un certain fardeau. À l'époque, elle travaillait et allait à l'école à plein temps, et j'avais 2 frères, 11 et 3 ans, qui pouvaient être très difficiles à gérer. J'étais un enfant très calme, qui n'avait aucun problème à se divertir, et il était donc facile pour mes grands-parents âgés de me surveiller. J'ai toujours eu des problèmes de somnambulisme, et c'est pourquoi j'avais un petit lit d'enfant à côté du lit de mes grands-parents dans leur chambre. Une nuit, alors que ceux-ci dormaient, je me suis assis dans le lit et j'ai regardé leur petite télévision qui trônait sur la commode. Tout à coup, la télévision s'est éteinte, sans raison. La télécommande était sur la table de nuit. Bizarrement, cela ne m'a pas du tout effrayé. Mon cerveau d'enfant s'est simplement dit « Ok, la télé est éteinte. Il doit être temps de dormir. » Je me suis allongée dans le lit et j'ai ramassé les couvertures autour de mon cou pour me mettre à l'aise. Puis, lorsque j'ai levé les yeux, j'ai remarqué une grande silhouette debout dans le coin de la pièce, parfaitement éclairée par la lumière de la rue qui entrait par la fenêtre. Il était de taille moyenne, mais il portait ce que je comprends maintenant comme étant une cape. Quand j'étais enfant et que je racontais l'histoire, j'insistais sur le fait qu'il portait une robe. Et son visage était rouge, avec des stries noires qui semblaient couler du sommet de sa tête. Curieusement, je n'ai pas eu peur de cet homme en ma présence. Mais malgré tout, je savais que cet homme ne devait pas être là, et j'ai essayé de réveiller mes grands-parents. D'abord en les appelant par leur nom, puis en sautant de mon lit au leur en les secouant vigoureusement. Ils ne se sont jamais réveillés et ont continué à ronfler légèrement. Maintenant, la nature anormale de la situation a commencé à me frapper. Je me rendais compte que quelque chose n'allait pas, mais je me souciais toujours pas de ma propre sécurité. J'ai levé les yeux vers l'homme et j'ai vu sa main tendue me faisant signe. Puis il s'est mis à glisser lentement vers la porte qui donnait sur le hall. Après qu'il ait disparu, je me suis levée du lit et j'ai commencé à le suivre. À ce jour, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait cela, sinon que je n'avais absolument aucune crainte de cet homme à l'apparence étrange. Je l'ai suivi dans le couloir et dans la cuisine. Je l'ai vu passer par la porte de la cuisine pour aller dans le salon, mais quand je suis arrivée dans le salon, il avait disparu. C'est alors que la terreur m'a frappée. J'ai senti un froid extrême et quelque chose d'horrible m'envahir. J'ai couru dans la chambre de mes grands-parents et me suis jetée dans leur lit. Ils se sont immédiatement réveillés et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ça les a terrifiés. Ma grand-mère a allumé toutes les lumières de la maison et mon grand-père a fouillé de fond en comble avec une batte. Ils n'ont rien trouvé et nous avons fini par nous rendormir. À cette époque, il y avait une série télévisée avec un personnage de croque-mitaine. Il s'appelait Candle Jack. Et j'ai décidé de donner le même nom à mon étrange visiteur. Il est devenu une sorte d'ami imaginaire après ça. Puis de plus en plus, j'ai commencé à ressentir sa présence. Je pouvais toujours dire quand c'était spécifiquement Candle Jack qui était dans les parages. Je disais à ma mère ou à mes grands-parents « Oh, Candle Jack est là !» ou je leur faisais mettre une place supplémentaire à table parce qu'il était avec moi
et qu'il avait besoin d'un endroit où s'asseoir. Je me souviens très clairement à quel point cela semblait mettre tout le monde mal à l'aise, en particulier ma mère. J'ai appris plus tard que c'était parce qu'ils pouvaient tous le sentir aussi. Mes frères ne s'approchaient pas de moi lorsque je jouais avec Candlejack. Ma mère disait que la pièce devenait froide et étrange, et qu'elle avait la nausée quand il était là. Avec le temps, j'ai commencé à avoir peur de sa présence, et j'ai pensé que si je ne faisais rien pour le rendre heureux et l'intégrer, il se mettrait en colère et me ferait du mal. Mais je ne me souviens pas pourquoi, ni ce qui m'a donné cette idée. Même si je le sentais toujours présent, j'ai fait semblant de dire à tout le monde qu'il n'était pas là ou qu'il était parti à l'université. J'ai persisté à l'ignorer jusqu'au jour où il est parti pour de bon. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'il est évoqué dans ma famille, généralement après quelques verres, tout le monde parle de la peur absolue que leur inspirait Candlejack et de leur expérience respective avec lui. Je ne saurais jamais si j'ai été visitée par quelque chose ou si c'était juste mon imagination débordante et le pouvoir de suggestion qui effrayait tout le monde. Mais j'espère ne plus jamais le voir ou le sentir autour de moi. Ma mère m'a raconté que lorsque j'étais petite, je jouais avec une amie imaginaire qui s'appelait Aïda. Quelques jours avant mon anniversaire, elle m'a demandé d'inviter Aïda et j'étais très excitée. Je me suis tournée vers ma gauche et j'ai dit « Tu as entendu Aïda ? Maman a dit que tu es invitée à ma fête. » Ma mère était tout de même un peu inquiète au début, mais elle a pensé que c'était juste un jeu. En fait, je n'ai aucun souvenir de cette Aïda. J'ai commencé à parler d'elle à mes parents à ma fête d'anniversaire. Je l'ai décrite comme une petite fille, à l'air innocent, à la voix douce, assez timide, aux longs cheveux noirs et jolie aussi. La peau pâle, les lèvres rougeâtres et pulpeuses. D'après eux, je leur ai raconté aussi qu'elle avait eu la tuberculose quand elle était petite. Son père était médecin et sa mère une femme d'affaires. Et puis je leur ai dit que les mains d'Aïda étaient toujours froides. Et là, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont décidé d'enquêter sur l'origine de la maison où nous vivions et ont découvert qu'il y a plus d'un siècle, c'était en fait un petit hôpital. Un enfant est mort là-bas à cause de la tuberculose. Son père était un médecin de la ville. Déçu par lui-même de ne pas avoir pu sauver sa fille, il s'est donné la mort. Sa femme a fait la même chose quelques semaines après. Le nom de sa fille était Aïda. Lorsqu'ils ont découvert cette histoire, mes parents ont paniqué. Ils ne savaient plus quoi penser. Ils ont consulté des médiums pour savoir comment faire en sorte qu'Aïda me laisse tranquille pour de bon. Ils ont suivi les instructions et en quelques jours, Aïda a finalement cessé de me fréquenter. Pendant des jours, j'ai pleuré et pleuré en appelant Aïda. J'ai dit à mes parents, « C'est de votre faute si elle est partie. Elle m'a dit que vous vouliez qu'elle parte, et maintenant elle est partie. » Puis un jour, Aïda est revenue. Je n'ai pas dit à mes parents qu'elle était revenue. Je ne l'ai pas avoué à mes parents, mais ils ont été assez intelligents pour s'en rendre compte.
Ils m'ont parlé, disant que je l'empêchais d'être avec ses parents. Ils m'ont dit qu'elle devait partir parce qu'elle était plus heureuse avec eux. Plus tard, dans la journée, j'ai dit à mes parents qu'Aïda était partie, qu'elle m'avait remercié de l'avoir laissée s'en aller et qu'elle avait eu beaucoup de plaisir à passer du temps avec moi. J'avoue que lorsque mes parents m'ont raconté cette histoire, j'ai paniqué. Je n'avais aucune idée de ce qui m'était arrivé et je n'ai absolument aucun souvenir d'Aïda. Ma mère m'a dit que les médiums qu'ils ont consultés ont dit que beaucoup de fantômes ont l'air solides et non transparents comme on le voit dans les films. Cela explique pas mal de choses, puisque je n'étais pas capable de la voir comme un fantôme, mais comme une personne vivante. Certaines personnes ont probablement déjà vu des fantômes, mais ne pouvaient peut-être pas les différencier des personnes vivantes. Les médiums ont aussi dit que les enfants ont une meilleure capacité à les voir que les adultes. Bien qu'Aïda semblait inoffensive, j'ai pensé qu'il serait préférable de ne pas m'impliquer dans le monde des esprits en essayant de rentrer en contact avec eux. Si tu fais ce genre de choses, juste pour t'amuser, c'est considéré comme un manque de respect envers eux. Tu risques de les déranger et de les mettre en colère. Les esprits sont comme les gens. Il y en a des bons et des mauvais. J'ai eu la chance d'en rencontrer un bon. Sinon, je ne peux même pas imaginer ce qui serait arrivé à ma famille et à moi. Il y a aussi des démons qui se font passer pour des personnes décédées, pour vous dire des mensonges ou vous manipuler, pour vous faire faire des choses. Nous ne devrions pas nous lier d'amitié avec eux ou même leur parler, car ils auraient alors une raison de rester, à moins que vous ne vouliez qu'ils restent. Certaines de ces informations m'ont été données par ma mère, car j'étais trop jeune pour me souvenir de tout. Dès que j'ai commencé à parler, j'ai parlé de Dodd à mes parents. Il m'obsédait. Je parlais de lui à tout le monde. Je lui parlais, je jouais avec lui. Mes parents ont supposé que c'était juste un ami imaginaire. Beaucoup d'enfants en ont un. Comme je suis le plus jeune de 4 garçons, ils ont pensé que j'avais créé mon propre ami parce que mes frères ne voulaient pas traîner avec moi. Cela a commencé à s'intensifier lorsque ma mère m'a trouvé à 2 ou 3 ans assis seul dans ma chambre en train de discuter avec le vide et de répondre comme si quelqu'un avait dit quelque chose, en hochant la tête, en écoutant, en riant comme s'il avait raconté une blague. J'exigeais que Dodd ait son propre siège et sa propre assiette de nourriture tous les jours, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Chaque fois que nous sortions, je criais et pleurais s'ils avaient oublié Dodd dans la maison. Il devait avoir son propre siège. Il a fini par avoir un siège de voiture pour enfants parce que j'avais tellement peur qu'il se blesse. Et il devait être pris, installé dans son siège et attaché comme il le faisait pour moi. Mes parents devaient parler à Dodd comme il me parlait, sinon je m'énervais s'il l'ignorait. J'ai des souvenirs de Dodd. J'ai vraiment vu Dodd de mes propres yeux. Je jure sur ma vie qu'il était vraiment là. Il avait la taille d'un petit enfant comme moi, mais c'était un ours bipède d'un blanc pur, pratiquement sans traits. Il n'avait pas de visage. Il avait une bosse à la place du museau et 2 creux à la place des yeux.
Il ne portait pas de vêtements et n'avait pas de vraies pattes ou mains. Il ressemblait presque à un ours en gélatine, sans aucun détail, mais il était d'un blanc uni et non transparent. Il ne parlait pas verbalement. C'était plutôt comme si je savais ce qu'il disait. Je ne me souviens pas non plus qu'il ait marché quelque part ou bougé du tout. Mais je regardais au loin et me retournais et il était à un endroit différent. Je jure sur ma vie, sur tout ce que je sais, qu'il était en quelque sorte réel. Je ne sais pas quel âge j'avais exactement, je pense vers 4 ou 5 ans. Je suis sortie avec Dodd parce qu'il voulait me montrer quelque chose. Il m'a conduit à l'arrière de la maison vers une sorte de panneau carré que je n'avais jamais vu auparavant. C'était comme une petite porte tenue par un simple loquet à crochet. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait un sol en béton, un plafond très bas et un vieux tricycle rouge poussiéreux. Il était plein de toiles d'araignée et je ne pouvais rien voir d'autre qu'un tout petit peu de béton et le tricycle parce que le soleil était adjacent à l'endroit où je me trouvais. J'ai grimpé dans le petit cagibi et je me suis assis là, les genoux contre la poitrine, et je me souviens encore très bien avoir vu Dodd debout juste derrière la porte, face à moi. Je ne savais pas que cet endroit existait. Je n'avais aucune raison de le savoir. Qui parle à son enfant d'un trou en béton effrayant à l'arrière de la maison, auquel on ne peut accéder que de l'extérieur? Récemment, j'ai parlé à mes parents de ce souvenir. Et ils ont dit qu'ils avaient fait exprès de ne pas en parler à mes frères ou à moi. Parce que si vous allez à l'intérieur de cette zone, environ 60 cm de béton tombent dans des tuyaux ouverts, des fils et de l'isolation. Et comme il n'y a pas d'accès de l'intérieur, il serait vraiment difficile de nous trouver si l'un de nous tombait dedans. Je n'ai pas oublié Dodd un seul jour pendant 6 ans. Je n'ai jamais laissé passer un de ses repas. Je ne l'ai jamais ignoré pendant une journée entière. Je n'ai jamais laissé faire un trajet en voiture sans lui pendant 6 ans, mais finalement nous avons dû déménager. J'ai vécu dans la même maison pendant tout ce temps, et c'était le dernier jour que nous passions là-bas. Nous montions dans la voiture pour aller dans la nouvelle maison. Ma mère est venue me chercher et s'est tournée pour prendre Dodd et l'amener aussi. Quand elle l'a fait, j'ai immédiatement commencé à pleurer et j'ai dit avec colère « Dodd ne vient pas ». J'ai apparemment cessé de parler de Dodd ce jour-là, et pendant des années, j'étais extrêmement contrariée si quelqu'un le mentionnait en ma présence. Ma mère m'a dit qu'elle avait fait des recherches sur la maison dans laquelle nous vivions et qu'il y avait un petit garçon des années avant nous qui était mort quand un tuyau de gaz avait éclaté directement sur son visage. Son nom était David Dodd. Et le plus étrange, c'est qu'il tenait un ours en peluche sur la photo de lui dans le journal. Aussi effrayant que cela puisse être, je n'ai jamais eu peur de Dodd. Je pense que c'est extrêmement étrange, évidemment, surtout si l'on considère qu'il est apparu comme un ours sans visage et qu'il est resté avec moi pendant 6 ans, bien plus longtemps que la plupart des amis imaginaires. De toute façon, je crois et pense toujours gentiment à Dodd. Et peu importe ce qu'il est, je suis reconnaissant d'avoir eu un ami d'enfance étrange.